Depuis l'offensive russe de 2022, la guerre est revenue sur le sol européen. Pensons à la Première Guerre mondiale. Les soldats ont vécu quotidiennement avec la menace de la mort. Comment ont-ils survécu à l'enfer des tranchées? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Découvrons-le ensemble. Les carnets de guerre de Bartas sont une mine d'or pour comprendre la vie quotidienne dans les tranchées. Bartas est un militant socialiste né le 14 juillet 1879 dans l'Aude. Il gardera son grade de caporal tout au long de la guerre. Il est mobilisé au 80e régiment d'infanterie de Narbonne. L'escouade est une petite famille. Elle est formée de 10 à 15 hommes. Elle est sous la supervision d'un caporal. C'est aussi un foyer d'affection où règne entre ses membres de très forts sentiments de solidarité et de dévouement où l'officier et le simple sergent en sont exclus. Pour qu'il y ait une camaraderie entre les soldats, il faut qu'il y ait conscience d'une collectivité. L'escouade est donc le lieu où se nouaient des relations de proximité et où se construisait la camaraderie et des amitiés. C'est à Berlin que Bartas entend les premiers bruits de canon de la Grande Guerre. Ce caporal est très lié avec certains hommes. Ainsi, il nous parle d'un accident survenu dans son ancienne section. 3 de ses copains sont victimes d'un obus de 105 mm alors qu'ils avaient décidé de faire une partie de manille. Le terme camarade revient aussi à plusieurs endroits dans les carnets de Bartas. Que s'est-il passé en novembre 1915? Il nous parle de son régiment stationné à Neuville-Saint-Vaast. La pluie inonde les tranchées et les hommes qui s'y trouvent. Le capitaine ordonne à Bartas de travailler la nuit. Il préfère ignorer l'ordre et laisse ses hommes à l'abri. Il griffonne sur un bout de papier, les hommes travaillaient dans tel boyau, et dit à propos du capitaine que ce planton était un bon camarade et qu'il ne le trahirait pas. Qu'est-il arrivé à Bartas? Il a été cassé de son grade, même s'il a pu le conserver. Cela n'était pas une sanction très courante à l'époque, mais pas pour autant rare. Seul le temps est un révélateur des bons camarades. Changer de compagnie équivaut à un exil. En 1916, Bartas doit quitter ses hommes. Il écrit alors « C'était comme perdre des amis ». Le camarade est celui avec qui on partage le quotidien de la guerre et qui vit la même expérience de combattant. Le terme est aussi utilisé pour se présenter quand on est en situation de danger. Les prisonniers allemands, quand ils se rendent, crient « camarade ». Les liens pouvaient se renforcer par le fait d'appartenir à une unité particulière. Les mitrailleurs ou les servants de canons de tranchée. Lorsque les régiments de Bartas arrivent à noyer dans la Meuse, celui-ci nous fait part de la présence d'embusqués. Dans les tranchées même, il existe une catégorie de combattants mieux lotis que les autres. Bartas devient lui-même servant d'un canon de 37, ce qui lui permet de jouir d'abris plus confortables car éloigné des premières lignes. Où était Bartas lors de l'été 1917? Il se trouve à l'abri dans un véritable fort. Les brocardiers, ils étaient considérés comme des larbins ou des planqués, mais aussi comme des hôtes accueillants. Lors de durs combats, ils étaient vus comme des camarades soucieux de faire leur devoir en première ligne. Certains combattants échappaient à la camaraderie normalisée comme les corps francs, spécialisés dans les missions de renseignement. Certaines relations pouvaient aussi se nouer en dehors de l'escouade ou de la section. Vient s'ajouter un élément important évoqué par Louis Bartas, le village, la ville ou la région. Bref, un territoire qui cimente une identité commune. Après un mois de présence au front, Louis Bartas est affecté à la compagnie du capitaine Léon Hudel, l'escouade minervoise. La tranchée est devenue le symbole de la Grande Guerre, que l'on peut remonter jusqu'au fossé des camps romains. La vie des soldats est désormais rythmée par la montée des tranchées. Après la course à la mer, dernière étape de la guerre de mouvement du début de la guerre 14-18, les armées s'enfoncent dans la terre. Bartas parle de la vie étrange dans les tranchées. Elle construisait des groupes, des hiérarchies et des positions particulières. L'abri permet de se protéger contre le froid et la pluie, mais c'est aussi un lieu de sociabilité, c'est un refuge. La première fonction de l'abri est de protéger les soldats contre les bombardements d'artillerie. La solidarité entre camarades d'une même unité est un moyen de limitation de la violence. Les liens qui unissent les soldats se voient aussi à travers le vocabulaire qu'ils utilisent. Ils parlent un argot qui leur permet de s'identifier entre eux et de se différencier des civils. Le terme de civil prend une nouvelle définition et devient ainsi ciblot ou encore la goutte pour désigner l'eau de vie. Est-ce que la guerre transforme la hiérarchie sociale? Il faut noter qu'il y a une forte proximité entre les hommes du rang, les caporaux et les sous-officiers. Cette proximité s'explique par le besoin de chefs intermédiaires qu'entraîne la masse inédite d'hommes mobilisés pendant la guerre 14-18 et par les pertes colossales subies par les armées durant les premières phases du conflit, surtout dans les rangs des sous-officiers et des officiers. De plus, la maîtrise de l'écrit n'était pas indispensable pour obtenir le grade de sous-lieutenant. Cependant, l'armée de 14-18 reste très inégalitaire. L'officier reçoit une solde qui lui permet d'épergner, il a droit à un repas amélioré et surtout il bénéficie d'un logement qui lui permet d'échapper à la promiscuité de la vie des tranchées. Il peut même avoir une chambre à soi. La ration des soldats de 14-18 se compose de la façon suivante. 700 g de pain, entre 300 et 500 g de viande, 100 g de légumes secs et un bol de soupe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la guerre comme phénomène humain reste l'une des expériences sociales les plus marquantes. Chacun quitte le temps normal de la paix. La Première Guerre mondiale engendre une activité épistolaire sans précédent.
L'absence de femmes entraîne une mélancolie chez les soldats que l'on retrouve à travers leur correspondance, notamment dans les poèmes Alou de Guillaume Apollinaire. L'école obligatoire a enfin permis au plus grand nombre d'apprendre à lire et à écrire. Les cartes postales étaient les SMS de l'époque, des textes courts envoyés en masse pour tenter de rassurer. Avec les guerres de position, les soldats se trouvaient loin de chez lui, dans les tranchées. Écrire, c'était garder un contact avec l'arrière, c'était rester vivant. Le cuistot et le vaguemestre étaient les deux amis du soldat. Le vaguemestre était l'officier chargé de la poste dans les armées. Les autorités civiles et militaires ont encouragé les correspondances des soldats avec leurs familles. Il faut savoir que la censure était pratiquée et que les cartes postales étaient l'objet d'une propagande intense. Grâce à la franchise militaire, le courrier était gratuit. En avril 1915, quelques 5 millions de lettres ont été envoyées quotidiennement au front, selon le musée de la Poste. Le soldat avait deux types de correspondants. Tout d'abord la famille, l'arrière, et le deuxième, beaucoup plus rare, les frères d'armes. Quels moyens avait le soldat à sa disposition pour correspondre avec ses proches? Les soldats utilisaient des papiers à base de pâte de bois, de petite taille, et écrivaient au crayon à bois. Alors que le grognard, le soldat de Napoléon, se servait d'une plume avec de l'encre pour échanger avec ses proches. Les courriers étaient très polissés et tournés vers le correspondant. Ils abordent très rarement la dureté du quotidien, mais les lettres des soldats nous font plonger avec émotion dans l'horreur de la guerre totale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je tiens à remercier particulièrement François Béranger pour son accueil dans son musée. C'est un musée gratuit et sur rendez-vous, privé, et c'est vraiment génial. Il y a une superbe collection sur la Première Guerre mondiale et aussi le Conseil général de la Vendée pour son accueil à l'Historial. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.